120 secondes prend des vacances et revient lundi 6 janvier. En attendant, découvrez Women on Board, la série d'interviews menée par Gila Clara-Kessous pour Harvard Business Review. Pourquoi est-il aujourd'hui encore si difficile de parvenir à plus de mixité dans les comités exécutifs ? Des femmes présentes dans les instances dirigeantes de leur entreprise ont répondu à la question. Bonne écoute et on se retrouve le 6 janvier. Je suis Gila Clara-Kessous, coach exécutive en entreprise depuis plus de 10 ans et directrice du forum Feminavox, célébrant la Journée internationale des droits des femmes sous le haut patronage de l'UNESCO. J'ai moi-même suivi le parcours Women on Board de Harvard Business School et j'ai choisi de créer ce podcast devant la difficulté rencontrée par les femmes à entrer dans les boards. Dans ce podcast, Women on Board, vous entendrez des femmes et des hommes expliquant comment soutenir la parité au sein des boards, c'est-à-dire les conseils d'administration des groupes cotés, ETI ou entreprises familiales. Ils évoqueront leur parcours, partageront leur regard sur cette mixité qui reste problématique dans les sphères dirigeantes et surtout, comment selon eux, on peut changer les choses. Women on Board, un podcast de Harvard Business Review France. Comment faire pour pouvoir avoir plus de mixité dans les boards ? Comment arriver à une plus grande parité dans les boards ? C'est ce dont nous allons parler avec mon invitée. Elle est aujourd'hui directrice exécutive en charge de la RSE d'Orange et elle supervise notamment la politique de la responsabilité sociétale et environnementale du groupe. Elle est également, depuis 2021, présidente de Capital Filles, association créée en 2012 par Orange qui accompagne les jeunes filles des quartiers populaires et des zones rurales dans leur choix d'orientation et leur rencontre avec le monde de l'entreprise. Et elle est membre associée de la Fondation Énergie pour le Monde et administratrice du Théâtre du Châtelet. Elle fait également partie du board Orange Middle East Africa. Elle va nous parler justement de son ascension et de comment elle se bat au quotidien pour essayer de pouvoir avoir plus de mixité dans les boards. Elisabeth Chungui, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de pouvoir répondre à nos questions. Alors une première définition de vous-même, quelle serait-elle ? Est-ce que vous pourriez nous expliquer votre parcours ? Je pense que j'ai un parcours extrêmement atypique en tant que membre de comité exécutif d'un grand groupe du CAC 40 et donc membre de board d'Orange Middle East Africa. Parcours atypique car je n'ai pas fait toute ma carrière chez Orange, loin de là. C'est même une deuxième vie professionnelle puisque j'ai 20 ans d'expérience dans les médias. J'ai rejoint le groupe Orange en septembre 2020 et le point commun entre mes deux vies professionnelles, c'est évidemment l'engagement. Lorsque j'ai été journaliste à la télévision notamment, à une époque où le pouvoir journalistique était encore très masculin et très peu coloré. C'est un autre sujet, mais c'est un sujet de diversité aussi. Il y a des liens. Donc voilà, je me suis beaucoup battue à travers les émissions que j'ai pu présenter pour une meilleure parité entre les femmes et les hommes dans les médias, pour aussi déconstruire tous les stéréotypes. Donc cet engagement fort, un engagement fort aussi en matière de solidarité internationale. J'ai été membre du board d'Action contre la faim. Et un engagement fort également sur l'environnement, puisque c'est vraiment à l'époque où j'étais dans le board d'Action contre la faim que nous avons vu massivement augmenter le nombre de bénéficiaires victimes du changement climatique. Et finalement, tous ces sujets m'ont mené naturellement à la RSE avec l'envie d'intégrer une grande entreprise pour avoir des moyens d'action très concrets et colossaux quand c'est un grand groupe international comme Orange. Et donc j'ai postulé, j'ai appris qu'une place se libérait au comité exécutif du groupe et j'y suis allée au culot, on peut le dire, et ça a marché. Ça, c'est formidable. Donc, il y avait vraiment une envie. Oui, on le rappelle, vous avez été la première journaliste d'origine africaine à présenter le journal de TV5 Monde. Vous avez été aussi la première femme à présenter le magazine hebdomadaire culturel emblématique de France 2. Comment est-ce que s'est déroulé ce parcours dont vous nous parlez, qui aboutit justement aujourd'hui à cette appartenance dans les boards ? Est-ce que vous avez toujours voulu faire partie de ce que vous avez
réussi à avoir dans votre parcours? On sent là, vous dites que j'ai appris que, mais le j'ai appris que, voilà, de nombreuses femmes qui nous écoutent ont même du mal à apprendre que il y a des places qui sont disponibles dans les boards. Donc aujourd'hui, à regarder votre carrière, est-ce que vous trouvez qu'il y a toujours eu de votre part une envie et puis l'intelligence aussi de savoir où trouver l'information, ou alors est-ce qu'il y a des choses qui sont venues à vous? On a toujours un peu cette espèce de rêve de se dire que il y a aussi toute une partie comme ça qui arrive naturellement dans une carrière. La chance arrive avec le travail. Elle n'arrive pas toute seule. Elle arrive avec une série de facteurs, le travail et puis un alignement de planètes, mais qui se travaillent. Pourquoi j'ai appris qu'une place se libérait? C'est parce que j'ai toujours beaucoup travaillé mes réseaux d'influence. Et quand on dit réseau d'influence, évidemment, ce sont des clubs, ce sont des associations, c'est travailler tout simplement son réseau amical, c'est être curieux. Donc ça demande du temps. Et d'ailleurs, ça peut être un frein pour les femmes parce que on sait bien encore que dans beaucoup de couples, ce sont les femmes qui s'occupent des enfants en bas âge, en fin de journée, et donc qui ont moins de temps pour réseauter. Donc c'est un vrai sujet. Donc voilà, de l'influence. Et puis non, ça n'arrive pas seul. Ça arrive aussi par s'autoriser à être légitime. Et ça, chez beaucoup de femmes, ce n'est pas évident. Quand je dis que j'y suis allée au culot, si j'ai fini par y aller au culot, c'est aussi parce que j'ai croisé la route à des moments où je pouvais douter de mentors, de personnes qui m'ont dit mais bien sûr tu peux y arriver, tu es parfaitement légitime. Non, tu n'as pas fait Polytechnique, tu ne connais pas les réseaux télécoms, mais en même temps tu as des soft skills qui sont très intéressantes, la capacité d'influence, la capacité de porter des sujets auxquels tu crois, d'incarner, la capacité en tant que journaliste de pouvoir creuser profondément dans les dossiers pour en retirer l'essentiel. Et donc voilà, je ne me suis pas fabriqué ce culot toute seule. On m'y a un peu aidé quand même. Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'hommes qui ont été mentors et qui vous ont aidé dans cette confiance en soi qu'on doit gagner quand on veut candidater? J'ai eu la chance d'avoir un mentor qui m'a aidé très concrètement à préparer mes entretiens, à préparer voilà ma vision stratégique de ce que je pouvais apporter au poste. Mais il faut dire que dans mon parcours professionnel, ce sont souvent les femmes qui m'ont donné un petit coup de baguette magique. Sans doute parce que je n'ai jamais souhaité être dans des logiques de séduction. Donc voilà. Donc j'étais plus en confiance avec des femmes et elles le sentaient sans doute. Des logiques de séduction. Justement, c'est tout à fait le genre de questions qu'on se pose. Qui dit influence dit quand même une capacité, on va dire presque, d'emprise, une capacité, en tout cas, de pouvoir embarquer avec un certain degré de followership des personnes. Vous parliez de clubs, d'associations, de réseaux amicaux. Comment on fait pour travailler le réseau lorsqu'on cherche justement un poste dans un cadre de board? Est-ce que s'il faut pas jouer du tout de la séduction, c'est-à-dire est-ce qu'il faut mal s'habiller, ne pas se maquiller, arriver naturel pour justement montrer qu'on ne fait pas peur à d'autres femmes ou à d'autres hommes parce qu'on n'est pas dans la séduction? Ou alors est-ce que la séduction, ça touche autre chose? Pour moi, la séduction, ça touche autre chose. Évidemment, il faut prendre soin de soi et évidemment ne pas arriver débraillé, mais enfin arriver tel qu'on est finalement, tel qu'on est. La séduction, c'est pour moi c'est la capacité de convaincre par ses propos. Et il y a, je pense, une qualité qui m'a beaucoup aidé et qui m'aide toujours dans mon parcours, c'est la capacité d'écoute. Même si j'arrive avec des idées très arrêtées, je commence toujours par écouter les besoins
de mon interlocuteur. Et après, je réfléchis à la manière dont je peux faire converger ses besoins et les miens, et mes convictions. Mmh. Et donc, c'est comme ça que vous avez travaillé dans les différents boards auxquels vous appartenez. Déjà, phase d'écoute, et puis voir comment on peut faire converger par rapport à ce que vous-même, vous voulez proposer. Absolument. Je prends un exemple très concret. Aujourd'hui, on a de gros enjeux de déploiement de notre réseau chez Orange Middle East Africa, donc dans les 17 pays africains et la Jordanie au Moyen-Orient où nous opérons. Et donc on a des enjeux aussi de financement de nos infrastructures. Évidemment, on investit en propre 1 milliard d'euros par an dans le développement de ce réseau en Afrique, parce qu'il y a des enjeux de croissance énormes, de développement, de bien-être social. Et donc, par exemple, quand je suis invité à m'exprimer à la Banque mondiale à Washington dans le cadre de la Law and Justice Week sur les sujets de partenariat public-privé, je mets en avant la stratégie RSE que je porte parce que je sais aujourd'hui que ces institutions internationales regardent très précisément les actions RSE des grands groupes et que ça devient un critère pour déclencher des financements. Et donc, on est dans une stratégie de gagnant-gagnant. Par exemple, on a pu financer, grâce à la Banque mondiale, un déploiement d'infrastructures rurales en RDC, en panneaux solaires, une subvention. On s'est engagé à fournir un nombre de personnes connectées. Et donc voilà. Donc c'est un financement qui m'arrange moi parce que c'est du déploiement de réseaux solaires, de kits solaires. Donc c'est très bon pour l'environnement, et puis bien entendu c'est aussi bon pour le business d'Orange en RDC. Donc voilà, c'est ça, comment trouver le moyen de converger et comment montrer qu'on peut apporter avec son propre regard des idées pour servir l'autre. Alors, effectivement, vous parliez de cette notion de conviction, notion de séduction. Je veux quand même revenir sur un point qui est intéressant. En tant que journaliste, vous avez une capacité de conviction par la prise de parole. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui va compter pour une femme qui veut aller dans les boards. Cette prise de parole en public, est-ce que c'est quelque chose que vous avez travaillé ? Je reviens sur la notion de style vestimentaire, bien sûr, on ne peut pas se présenter débraillé, mais est-ce que vous avez dû vous créer un style qui était un peu différent du vôtre, alors que vous connaissiez tout l'environnement télévisuel, cette espèce de shift, cette espèce de moment, en fait, où vous avez décidé de rentrer dans un board, et un board qui a à voir avec une grande entreprise du CAC 40, est-ce que vous avez dû travailler à faire correspondre votre style, voire votre style de communication, avec certains critères qui touchent au groupe et à l'ADN d'Orange ? J'ai eu la chance, encore une fois, de bénéficier d'une très riche expérience dans les médias, parce que j'ai présenté aussi bien des magazines culturels que des magazines d'animation. Il faut avoir un ton très enjoué et faire des blagues, que des JT où il faut être très sérieux, ce qui me permet vraiment d'adapter mon registre en fonction des interlocuteurs. Et effectivement, quand on est en board, c'est plus solennel. Donc c'est quelque chose qui m'est venu assez naturellement, mais j'ai bien conscience que je le dois à tout mon parcours dans les médias. Donc si je pouvais donner un conseil aux femmes qui veulent se projeter dans les boards, qu'elles n'hésitent pas à faire du media training. Je pense que c'est important. C'est d'autant plus important que on est toujours quand même, moi je suis toujours fasciné dans les réunions par le manspreading. Je constate comment les hommes plus facilement prennent la parole, parfois pour ne pas dire des choses passionnantes, mais la prennent et la monopolisent quand même. Et donc voilà, je pense que les femmes sont parfois en retrait. Et donc ça, dans la prise de parole, et donc ça, c'est important de le travailler. C'est important de travailler, de faire du media training, parce que ça permet aussi de travailler l'assertivité. Et ça, c'est très important.
L'assertivité, la confiance en soi, l'alignement. Comment vous définiriez votre prise de parole dans un board? Est-ce que c'est quelque chose qui est travaillé, c'est quelque chose qui est planifié, c'est-à-dire qu'on sait que dans l'ordre du jour prochain, on aura Madame Elisabeth Chungui qui prendra la parole sur ce sujet, ou alors est-ce que vous arrivez à vous insérer et à vous insérer facilement? Est-ce que vous coupez la parole, ou est-ce que tout d'un coup vous faites savoir que vous voulez rebondir sur ce qui a été fait sans demander de permission? Comment ça se passe quand on est dans un grand groupe comme Orange pour pouvoir prendre la parole quand on est une femme dans un board? Sachant qu'aujourd'hui, quand même, on peut le dire, c'est une femme qui est à la tête d'Orange. Donc, Il n'y a pas de prise de parole codifiée dans les instances d'Orange, que ça soit dans le comité exécutif, l'instance dirigeante, ou bien le board, l'instance de gouvernance, le conseil d'administration. Simplement, évidemment, la base, c'est de préparer les dossiers que l'on reçoit à l'avance. Donc, ça permet déjà d'identifier les questions que l'on peut se poser. Et puis après, voilà, moi, alors j'ai tendance, et là je reconnais, c'est peut-être une tendance très féminine. J'ai tendance à prendre la parole uniquement quand je suis sûre d'être pertinente sur le sujet. Quand j'ai une hésitation, quand je me dis est-ce que ma question va pas passer à côté, est-ce que j'ai vraiment bien compris le sujet, voilà, j'avoue que j'ai encore tendance à rester en retrait et de ne prendre la parole que quand je suis sûre que ma prise de parole pourra servir le collectif. Quand vous avez des questions de clarification, est-ce que vous les posez pendant le board ou vous vous arrangez pour les poser hors board? En général, je préfère les poser hors board. Qu'est-ce qui se joue hors board? Est-ce que pour une femme, il y a des choses pour comprendre, j'allais dire des stratégies politiques masculines qui se jouent fondamentalement hors board par rapport au fait de pouvoir être présente dans le board et intervenir? Beaucoup se joue hors board, notamment lorsque l'on porte une présentation soi-même. Pourquoi ? Parce que il est très important de trouver un dénominateur commun avant le board pour que le board soit constructif, pour ne pas frontalement voir son projet rejeté, avoir des oppositions frontales. Donc vous êtes en train de nous dire qu'on fait un petit peu une campagne pour vérifier que tout le monde est à bord, c'est ça? C'est exactement ça. C'est pour ça que ce sont des fonctions qui demandent beaucoup de diplomatie. Et là aussi, j'ai eu la chance d'avoir un père diplomate qui m'a peut-être inspiré. Et moi-même, je suis une personnalité qui n'aime pas aller à la confrontation directe. Donc c'est pour ça que je passe beaucoup de temps en amont à désamorcer les potentiels points de conflit. Ça permet de gagner du temps parce qu'au moins, quand on arrive, évidemment, on a toujours des positions divergentes autour de la table, mais au moins elles sont connues d'avance et on peut être plus constructif dans cet exercice collectif. Vous parliez d'un mentor qui vous a aidé à préparer l'entretien. Qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce que vous pourriez nous donner comme conseil lorsqu'on veut préparer un entretien dans le cadre d'une candidature à un board? Est-ce que vous avez fait des jeux de rôle? Est-ce que vous avez répété? Alors la chance que j'ai eue est que mon mentor lui-même a fait partie de board, donc et puis voilà, il a été dirigeant dans un grand groupe et il a commencé par me donner des devoirs, c'est-à-dire lister toutes les questions qui pourraient m'être posées pendant les entretiens. Et donc voilà, en fonction de, après on s'est entraîné, je revenais avec mes réponses, il disait non là vous n'allez pas répondre ça, c'est pas pertinent, donc ça a vraiment été une préparation sur mesure et très robuste, et je crois que aucune question qu'il avait prévue n'a pas été posée, donc il avait vraiment tout bien planifié. Magnifique. Et vous l'aviez trouvé comment, ce mentor? Est-ce que c'était dans un cadre professionnel, dans un cadre amical? Vous parliez de vos réseaux d'influence. Est-ce que c'était dans un cadre associatif, club, réseau amical? Donc, j'ai rencontré ce mentor grâce à une amie. Je pense qu'il a apprécié mon parcours professionnel. Et je pense aussi qu'il a été touché par mon parcours personnel. J'ai un fils aîné qui est autiste, qu'on voulait mettre en hôpital de jour à 4 ans et demi.
Aujourd'hui, il est en première. J'ai dû beaucoup me battre pour qu'il en arrive là. Enfin, il s'est beaucoup battu, mais moi aussi. Et donc, je pense qu'il a aussi décelé derrière ce parcours personnel une forme de force et de résilience. Et il s'est dit, voilà, quand on a franchi ces montagnes, on a les armes pour s'imposer dans des boards. Oui, d'ailleurs, c'est l'histoire que tu racontes dans Le jour où tu es né une deuxième fois, ce très beau livre chez Flammarion, cette bataille pour ton fils autiste Asperger. Du coup, quand tu dis cette bataille, cette lutte, est-ce qu'il faut avoir ce qu'on appelle les qualités masculines pour rentrer dans un board? Est-ce qu'il faut vouloir en découdre? Je fais toujours attention à ces stéréotypes masculins parce qu'ils sont encore très présents. Ma conviction personnelle, c'est que les femmes doivent se dire qu'elles ont beaucoup d'armes en elles. Parce que, à 80% des cas, je ne veux pas non plus faire de généralité et de stéréotypes, mais l'organisation de la vie à la maison repose beaucoup sur les femmes, la charge mentale. Donc elles en ont pour à la fois gérer cette petite entreprise qui est un foyer avec des enfants, une organisation, une logistique de chaque instant. Donc voilà, gérer ça plus une carrière, c'est comment dire. Il faut en avoir dans les ovaires. Et tu nous parlais également de ton engagement associatif, dans les boards associatifs, Action contre la faim, ou alors justement l'association Capital Filles. C'était important pour toi de faire partie de boards associatifs, et on est d'accord, quand on fait partie de boards associatifs, normalement, on n'est pas rémunéré. Non, on n'est pas rémunéré. C'est un engagement toujours dans la lignée de tous les engagements que j'ai portés en faveur de la mixité, puisque Capital Filles, l'objectif de Capital Filles est de mettre en relation des marraines en entreprise et des filles des quartiers prioritaires de la ville ou de milieux ruraux pour leur ouvrir le champ des possibles, briser le plafond de verre. Depuis que j'ai pris la présidence, évidemment, je donne une orientation un peu tech, parce qu'on a besoin de femmes dans la tech, et c'est systémique, ça commence par sensibiliser les collégiennes. Donc voilà, c'est la continuité d'une conviction et d'un engagement, mais j'apprends énormément, parce que voilà, il y a vraiment des sujets à 360 degrés qui c'est un contrôle, c'est un accompagnement plus rapproché de la direction générale de l'association. Donc c'est des sujets de ressources humaines à gérer, des sujets évidemment, à construire la stratégie de l'association, c'est ce qui me passionne le plus, mais c'est aussi c'est des sujets de budget, on dépend de subventions, à quel équilibre, ce sont des sujets très opérationnels de déploiement, donc c'est un pilotage assez rapproché finalement dans les associations, et c'est très intéressant. Donc moi j'encourage vraiment les femmes qui veulent intégrer des boards d'entreprise à trouver le temps, parce que c'est chronophage, c'est bien le problème, c'est le seul problème, mais à trouver le temps de s'investir dans des boards d'associations, parce que c'est une bonne préparation à un board d'entreprise. J'en suis convaincue. Alors, au micro de Women on Board, certaines femmes expliquaient que elles préféraient pouvoir être dans des clubs, dans des boards, associatifs, parce que justement, il y avait un côté très court terme, c'est-à-dire qu'elles pouvaient voir l'effet de ce qui était proposé, ce qui n'est pas le cas dans des grandes entreprises du CAC 40. Est-ce que toi, en tant que femme, tu n'as pas trop de frustration de sentir qu'en fait, les décisions prises dans les boards peuvent prendre 2 voire 3 ans avant de pouvoir avoir une réalisation quelconque? Alors, ça ne me frustre pas, parce que je porte la RSE dans le groupe. La RSE, c'est une transformation à long terme,
transformation du modèle d'affaires. Donc je suis inscrite dans ce calendrier à long terme et ça me convient parfaitement parce qu'en plus, moi, je vois bien comment j'arrive à cranter. Même si c'est une vision long terme, je vois comment j'arrive à cranter certaines avancées. Dans les boards, par exemple, aujourd'hui, le code AFEP-MEDEF a vraiment mis la RSE au cœur des missions des boards. Donc, je vois aussi comment ce sujet est de plus en plus inscrit à l'agenda. Donc c'est gratifiant, même si je sais que les fruits seront à très long terme, mais il y a quand même des victoires à court terme qui galvanisent pour la suite et évite la frustration. Alors la grande différence en termes de présence féminine, c'est la différence entre dirigeance et gouvernance. Vous avez à la tête du groupe Orange Christelle Hedman, donc qui est directrice générale. Est-ce que du coup tu sens qu'en termes de gouvernance, il y a aussi plus de femmes dans les boards chez Orange? Orange a vraiment toujours été dans une logique d'encourager la mixité dans les boards, parce que nous avons Orange est présent dans 26 pays et donc quasiment autant de boards. Donc on a toujours veillé à féminiser ces boards en faisant appel évidemment à des administratrices indépendantes, mais aussi les administratrices venant du groupe. On a des femmes CEO dans plusieurs pays. On a des directrices financières, des directrices des ressources humaines, et donc assez naturellement le mouvement s'est fait. Bon, je dis assez naturellement, c'est vrai. On a eu une approche très volontariste, évidemment, en proposant des programmes de développement et des formations à nos femmes au potentiel. Donc, le mouvement était déjà là. Le fait aujourd'hui d'avoir une DG femme, je pense que ça accélère. Si je prends un exemple concret, aujourd'hui, dans les postes de cadres dirigeants, quand on recrute des exécutifs, on ne peut pas arriver avec une shortlist uniquement masculine. Ce n'est plus possible. Ça, c'est à cause des quotas ou c'est vraiment une question de conviction? Non, c'est une question de conviction. C'est une question de conviction. On a pris des engagements. On a pris l'engagement d'avoir 35% de femmes dans nos instances dirigeantes en 2025. Et on va y arriver. On va y arriver. Combien de femmes au COMEX? Au COMEX, nous sommes 5 sur 14. 5 sur 14. Et combien de femmes au board? C'est plus que la moyenne du CAC 40. C'est vrai. Quand même une bonne note. Et combien de femmes dans les boards? Bon, alors dans le board dans lequel tu es? Dans le board, 6 femmes sur 15 administrateurs. Pas mal. Oui. On est dans les quotas de la loi Copé-Zimmermann. Mais je reviens sur le comité exécutif. Une des difficultés qu'ont les entreprises industrielles, comme les grands groupes industriels comme Orange, c'est que c'est systémique. Ce sont des boîtes d'ingénieurs, donc on a moins de femmes cadres, même si aujourd'hui on est à 33%. On a un sujet de féminisation des métiers techniques et du numérique. Donc on doit vraiment être très proactif pour nourrir notre vivier de femmes cadres pour alimenter les plans de succession et donc pour à terme accéder à des boards. Là où on a des entreprises où la proportion de cadres dépasse les 40, certaines on arrive à 45%, et bizarrement il n'y en avait plus que 22 au COMEX. Donc il y a quand même une déperdition. Nous on est en cohérence finalement avec le pourcentage de cadres féminines chez nous. Et alors où est-ce que vous publiez les offres de recrutement pour les boards ou pour le COMEX? On est d'accord que ce sont des choses qui sont profondément internes. Quand vous parlez justement du « j'ai appris que », vous le dites bien, c'est grâce à des réseaux. Donc le fait même d'accéder à l'information n'est pas quelque chose qui est au vu et au su de tout le monde. Absolument. C'est vrai qu'on
Chez Orange, en plus, on recrute beaucoup en interne. Moi, je suis un cas très atypique d'être arrivé de l'externe et directement au comité exécutif. C'est rarissime. Donc, je pense que c'est important dans le réseau qu'on se construit aussi, pour les femmes qui veulent accéder à des boards. Je pense que c'est important de se tourner vers les cabinets de chasseurs de tête, parce que il y a des offres qui, heureusement, qui arrivent par le biais de chasseurs de tête. Une des difficultés qui demeure dans les boards, donc je parle des conseils d'administration, pas des comités exécutifs, c'est vrai que dans les conseils d'administration, le bouche à oreille persiste encore. Donc il faut avoir beaucoup d'amis dans les conseils d'administration. Voilà. C'est ça. Le réseau amical doit être, on va dire, tourné vers cette population. Elisabeth Chungui, merci d'avoir été parmi nous pour pouvoir parler de cette question du Woman on Board, de cette féminisation des boards qui est obligatoire aujourd'hui, depuis les attentes autour de la loi Rixin. Peut-être des conseils pour féminiser les boards, quelques recommandations. Être créatif, être pragmatique aussi. Certaines entreprises ont décidé d'élargir leur comité exécutif pour faire rentrer des femmes. Alors, certains critiquent en disant que c'est artificiel. Moi, je pense que c'est une très bonne chose, parce que c'est une manière pour les femmes d'accéder aux plus hautes sphères de l'entreprise et de pouvoir contribuer à sa bonne marche. Et encore une fois, je suis convaincue que la diversité est une source de performance, donc ne pas hésiter à utiliser tous les moyens possibles pour avoir des boards plus féminins. Donc, messieurs, osez les femmes dans les boards, parce que cette créativité-là permettra aussi un plus grand profit. C'est un peu ça votre message aujourd'hui, Elisabeth Chungui ? Absolument. Eh bien, merci. Merci encore d'avoir été parmi nous. On sera très attentif à ce que vous déploierez chez Orange dans un futur proche. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez un nouvel épisode de Women on Board tous les 15 jours sur hbrfrance.fr et les plateformes d'écoute habituelles. À bientôt.